Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des marchés boursiers africains. Nous en parlons régulièrement, aussi régulièrement que possible, avec Wissem Barbouchi, qui est à mes côtés, le président fondateur d'Aube Africa Asset Management. Bonsoir Wissem. Oui, on essaye de se voir quand même quelques fois dans l'année pour faire un point avec vous sur ces marchés boursiers africains. Petit bilan, c'est quoi la photo finale 2024 là, pour les grands marchés africains sur lesquels vous investissez, Wissem? Oui, alors il reste quelques semaines à la photo finish. Disons que l'année 2024 a été une année globalement bonne pour le continent africain, pour les pays africains de manière générale. Sur le plan économique, 3,6% de croissance, avec toujours pas mal de disparités, des pays à plus de 6% comme Côte d'Ivoire, Sénégal, et puis des pays avec des croissances un peu moins élevées comme l'Afrique du Sud qui tournent autour de 1%. Sur le plan politique, une année riche. Il y a eu une année où on a eu 15 élections. Il devait y en avoir 17 au départ. 2 ont été reportées a priori l'année prochaine, le Mali et le Sud-Soudan. Et toutes les élections se sont globalement bien passées. Donc il n'y a pas eu de heurts particuliers. Ouais. Les dernières sont celles du Ghana et de la Namibie. On a même une présidente qui a été récemment élue en Namibie. Tout s'est bien passé. Et puis sur le plan boursier, une bonne année. Toutes les entreprises africaines sont dans le vert en 2024. En devise locale. Et en euros, on a, à part l'Égypte et le Nigeria, toutes les autres bourses qui sont aussi dans le vert. Ouais. C'est intéressant, juste la petite parenthèse sur les élections, parce que c'était l'année des élections partout dans le monde. Ouais. C'est 60% du monde qui a été appelé aux urnes. Je parle en termes de PIB, 40% de la population mondiale. C'est intéressant. Tout s'est bien passé sur les 15 élections qui ont eu lieu en Afrique. Est-ce que ça veut dire quelque part que la perception du risque politique est en train de changer? On a toujours vu le continent africain comme étant évidemment une source de risque politique importante, pays par pays. C'est une vision qui appartient peut-être un peu au passé aujourd'hui. Enfin, le risque politique existe, mais il existe désormais partout, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. Il existe toujours, et j'avais eu l'occasion d'évoquer ce point-là quand j'étais venu la dernière fois pour parler notamment du Gabon. Ouais. Ce qui se passe, c'est que qu'il y ait une élection démocratique, qu'il y ait un coup d'État, quelle que soit la situation dans laquelle le pays va se trouver, ce qu'on a vu ces dernières années en Afrique, c'est que les entreprises continuent de travailler. Ça. Et sur le plan économique, il n'y a jamais eu de rupture. De rupture, voilà. Ouais, on avait vu disons, ces 10 dernières années, quelques ruptures sur certains pays. Je pense notamment au Kenya, il y a une petite dizaine d'années, ou à la Côte d'Ivoire aussi, une petite dizaine d'années, où post-élection, les gens étaient allés manifester et ça avait stoppé de manière temporaire l'économie. Ce qu'on voit ces dernières années, c'est que disons que qui est élection ou pas élection... le risque politique se traduit plus forcément par un risque économique fort. Exactement. Très intéressant. Voilà. Quelle est les grandes visions que vous avez pour 2025 sur le plan macroéconomique, sur le plan boursier également? D'ailleurs, sur le plan boursier, il faut peut-être redonner un peu l'idée des performances de cette année 2024. Oui, alors sur le plan économique, c'est toujours un continent qui va tirer la croissance mondiale. On attend 4,2% de croissance pour le continent africain contre environ 3% pour l'économie mondiale. Ouais. En 2023, sur les 20 plus fortes croissances dans le monde, on avait 9 pays africains qui étaient dans ce classement. Je pense qu'on ne sera pas loin, a priori, aussi en 2024. Sur le plan politique, pas d'élection, beaucoup moins d'élections. Oui. On a une seule élection qui est attendue en fin d'année en Côte d'Ivoire, qui là aussi devrait, a priori, bien se passer. Et puis sur le plan boursier, disons que c'est difficile de se projeter et dire ce que vont faire les marchés boursiers africains. En revanche, ce que je peux dire, c'est que les valorisations des marchés boursiers africains restent très attractives. Quand on voit la Bourse régionale des valeurs mobilières avec notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ou encore des marchés comme l'Égypte à moins de 10 fois les résultats, on se dit qu'on a encore quand même de la place pour voir les bourses africaines performer comme elles l'ont fait cette année et l'année dernière. Ouais. C'est des marchés qui sont animés aujourd'hui. Nous, on se désole de voir l'attrition de nos cotes boursières en Europe et en Europe au sens large. J'inclus le Royaume-Uni, etc. On termine tous l'année avec beaucoup plus de sorties boursières que d'entrées. Est-ce que le marché africain, les marchés africains, est-ce que offre une animation ou une dynamique un peu différente de ce point de vue-là? Oui, alors il y a 2 éléments. Le premier élément, il est d'ordre structurel, c'est-à-dire que les marchés africains commencent à se structurer. On voit beaucoup de marchés qui commencent à avoir des fonds de pension, des institutions, des assureurs, donc des cornerstones, des investisseurs un peu longs qui sont capables de tenir des positions sur le long terme. Exactement, et qu'on voit vraiment apparaître. Alors le Maroc est un très bel exemple. On a vu ces 20 dernières années le Maroc devenir un pays mature,
prématuré sur le plan boursier, sur le plan institutionnel, en tout cas de la part des investisseurs. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que là, encore une fois, on voit des bourses africaines qui sont de plus en plus matures, et cette maturité, on la voit aussi à travers des IPO qui sont de plus en plus importantes. Alors récemment, le gouvernement égyptien a annoncé 10 IPO prévus pour 2025, des entreprises d'État qui vont rentrer en bourse. On a vu récemment une IPO au Maroc d'une société agricole qui s'appelle CMGP, qui a été sursouscrite 40 fois quand même, et on en attend encore 2 autres l'année prochaine, Dislog dans la logistique et NutriCrops, qui est une filiale de l'OCP. Et donc tous ces éléments-là, l'offre à travers des IPO qui sont de plus en plus importantes, la demande à travers des locaux, des marchés locaux qui deviennent de plus en plus matures, font que il y a une structuration des marchés boursiers africains qui devient de plus en plus intéressante. Ce qui manque peut-être un peu, c'est l'intérêt de la part des investisseurs étrangers. Et c'est vrai que quand on voit ce qui s'est passé ces dernières années avec la Chine, avec les États-Unis aussi, l'Europe, avec les multiples de valorisation qu'on peut observer, peut-être aussi parfois le manque de croissance des entreprises, on se dit que le sens de l'histoire, c'est qu'à un moment donné, ce continent qui va quand même représenter un quart de la population mondiale en 2050 et qui va environ avoir 500 millions d'habitants qui seront considérés comme étant des habitants de la classe moyenne, finira bien par susciter d'intérêt. Bon. On verra si les investisseurs, effectivement, osent regarder un petit peu au-delà du seul marché américain ou européen. En tout cas, l'Afrique a toujours été un enjeu géostratégique. Ces dernières années, la Chine, bien sûr, la Russie. Beaucoup moins l'Europe, beaucoup moins la France, Wissem. Dans le cadre d'une administration américaine gouvernée par Trump, je ne sais pas, est-ce que les États-Unis trouveraient ou retrouveraient un intérêt particulier sur ces marchés africains, sur le plan stratégique, j'entends? Alors, sur le premier mandat de Donald Trump, il y a eu très peu d'intérêt de la part de ce président pour le continent africain. Alors, c'est un des rares présidents à ne s'être jamais déplacé en Afrique pendant son mandat. Joe Biden était en Afrique du Sud, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas très longtemps. C'est passé complètement sous les radars parce qu'on ne parle plus que de Trump, mais il était encore il y a quelques semaines à peine, je crois, en Afrique du Sud. Exactement. Ce qui peut se passer, c'est qu'on voit depuis quelques années un intérêt croissant des Russes et des Chinois pour le continent africain. Et donc c'est vrai que ce continent-là peut aussi être à un moment donné un enjeu géopolitique pour l'administration américaine. Et donc on verra bien. Je pense que c'est quand même un continent qui représente un tiers des ressources naturelles dans le monde. C'est un continent qui aussi peut intéresser Trump de par ne serait-ce que la population américaine, afro-américaine, qui a été une base d'électeurs assez importante dans le cadre de son second mandat. Et puis aussi, il y a un point important, il y a un accord qui avait été voté en 2000 sous Clinton, qui s'appelle l'AGOA, l'African Agreement Act, Opportunity Agreement Act. C'est un accord de libre-échange qui permettait à 32 pays africains d'exporter plus de 6000 produits aux États-Unis. Cet accord-là expire en 2025. Et donc, il faudra voir ce que l'administration Trump va faire de cet accord-là. Moi, j'espère qu'il sera prolongé, parce que c'est vrai que c'est un accord qui est important pour les 32 pays qui sont concernés. Mais dans tous les cas, de toute façon, le sens de l'histoire aussi, c'est que les pays africains soient en mesure d'élargir aussi la base de leurs exportations, d'être peut-être aussi un peu moins dépendants des États-Unis, parce que c'est vrai que beaucoup d'économies africaines sont dépendantes du dollar. Beaucoup d'économies africaines sont dépendantes du dollar, d'une part parce que les importations et les exportations sont en dollars, mais aussi parce qu'une partie de la dette extérieure de ces pays-là est libellée en dollars. Et donc, le sens de l'histoire aussi, c'est qu'à un moment donné, il y ait peut-être un peu plus de Chine, un peu plus de Russie, et aussi un peu d'Amérique dans les relations extérieures des pays africains. Qu'est-ce qu'on peut dire de la stratégie que vous gérez? Donc, le fonds, c'est le African Picking Fund, c'est ça, chez Obafrica Asset Management, Wissem, qui connaît, ça fait 2 belles années consécutives, là, j'ai l'impression. Oui, alors, c'est un fonds qui a fêté ses 10 ans en novembre. Donc, il a été lancé en novembre 2014. Il a fêté ses 10 ans en novembre 2024. Il fait partie des rares fonds purs Afrique, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Quand j'ai lancé ce fonds-là en 2014, on était une dizaine. Aujourd'hui, on doit être 2 ou 3. Et puis, c'est un fonds qui est distribué sur la plupart des plateformes d'assurance vie en France. Donc, possible pour les CGP et autres de souscrire sur ce fonds. La performance en 2023 était bonne. Oui, il a fini l'année à plus 37%. La performance en 2024 est relativement bonne. Ça annonce bonne. Voilà, oui, aussi. On est à plus 13% à
à la fin vendredi dernier. Ouais. Et c'est vrai que comme en 2023, le fonds a souffert en début d'année de la dévaluation de la livre égyptienne. Et comme en 2023, les performances opérationnelles des entreprises égyptiennes ont plus que compensé cette dévaluation. Et donc on a observé un rattrapage qui a eu lieu tout au long de l'année. C'est un fonds qui reste un fonds Small Mid Cap Afrique. C'est un fonds qui reste investi essentiellement dans le secteur de la consommation, puisque c'est dans ce secteur-là qu'on croit le plus et qu'on pense bénéficier de cette émergence de la classe moyenne. Et c'est un fonds qui reste focus sur les valorisations. C'est un fonds qui aujourd'hui affiche un multiple de PE de 13 fois, avec sur certains marchés des multiples qui sont inférieurs à 10, sur d'autres qui sont voilà. Hyper concentrés. C'est-à-dire qu'avec un univers d'investissement comme l'Afrique, vous avez quoi 24 positions, 24 sociétés en portefeuille aujourd'hui. Il y a environ un marché de 2000 sociétés investissables aujourd'hui. C'est vrai que le parti pris a été pris depuis 3 ans de concentrer le portefeuille pour être plus proche des entreprises, pour aussi avoir des convictions plus fortes et encore une fois d'aller sur ces sociétés qui doivent bénéficier de l'émergence de cette classe moyenne. Parlez-nous d'une boîte là qui fait partie de vos fortes convictions et qu'on a envie de découvrir parce qu'on ne les connaît pas forcément beaucoup, les entreprises qui opèrent en Afrique. Je peux vous parler peut-être d'une société dont je n'ai pas parlé ici par le passé, qui s'appelle Label Vie, qui est une société dans le secteur de la distribution alimentaire. Donc c'est Label, plus loin Vie, c'est pas la belle vie, non. Label comme un label, c'est ça. LABEL, plus loin Vie. C'est ça. Voilà, c'est un franchisé Carrefour, qui est une entreprise donc marocaine, qui a aujourd'hui un peu plus de 200 magasins. Le Maroc, c'est un pays où la distribution moderne est encore sous-pénétrée. On est entre 10 et 15% de pénétration pour la distribution moderne. Donc le réseau des épiciers reste le réseau majeur pour la distribution alimentaire. Mais le sens de l'histoire, c'est que la distribution moderne prenne un peu plus de part de marché. Et La Belle Vie joue un rôle clé là-dedans. Donc c'est une entreprise qui a présenté cette année un plan stratégique, un Capital Market Day. Là aussi, c'est un élément important puisque dans la communication des entreprises africaines, le fait d'organiser des journées investisseurs, c'est quelque chose de relativement nouveau. Et ils ont annoncé un plan pour 2028 où l'objectif est de doubler le chiffre d'affaires à 28 milliards de dirhams, de garder une marge d'EBITDA à 9,3% et de quadrupler le nombre de magasins. Donc c'est une entreprise qui a dans le portefeuille depuis quelques temps, que je connais depuis plusieurs années et que je suis. Et la stratégie, ça m'intéresse, la stratégie face aux magasins de proximité locale, c'est quoi? C'est d'attaquer ce réseau de magasins de proximité locale avec des magasins du même style ou c'est le grand hypermarché Carrefour qu'on a connu? Alors il y a des hypermarchés, mais c'est marginal dans leur surface aujourd'hui. Donc c'est plutôt de la petite enseigne. Voilà, le sens de l'histoire, c'est le local et la proximité. Et donc c'est des petits formats. Donc ils ont des petits formats Carrefour, Carrefour Supérette, Market, quoi. Oui, bien sûr. Voilà, qui ont vocation à susciter l'intérêt des consommateurs marocains et surtout d'aller aussi dans des villes qui sont parfois des villes où la distribution moderne est quasi inexistante. Voilà, donc c'est un peu la stratégie de ce groupe, qui est un groupe qui affiche des multiples de valorisation plus très intéressants. On est à 17-18 fois les résultats dans un marché marocain qui est autour de 22 fois aujourd'hui. Merci beaucoup Wissem, merci de venir nous parler de ces marchés boursiers africains que vous connaissez particulièrement bien depuis 10 ans notamment avec cette année anniversaire pour le African Picking Fund que vous gérez. Vous êtes le président fondateur d'Ob Africa Asset Management. Wissem Barbouchi qui est avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse.